Donc je souhaite entamer cette communication et je terminerai aussi par une vidéo, par la présentation de cette très récente restitution en 3D du phare d'Alexandrie et de la ville, à laquelle le Centre d'études a collaboré dans le cadre d'une émission de la série des Racines et des Ailes, projetée le 13 septembre dernier sur France 3. C'est une forme des ultimes résultats que nous devrions atteindre de manière générale dans nos recherches sur la reconstitution des paysages antiques. Et vous savez bien que pour Alexandrie, le rôle du changement du niveau de la Méditerranée est un des points qui reste encore aujourd'hui extrêmement discuté. Donc pour aborder ce large sujet des changements de niveau de la Méditerranée, sur lequel M. Jacques Joannin m'a gentiment demandé de plancher, mais qui aurait été peut-être mieux traité par M. Éric Fouache, ici présent, je tenterai dans un premier temps de dresser un bilan sur le développement récent et innovant de la recherche française dans le domaine de la géoarchéologie des structures portuaires et maritimes, avec notamment les travaux dirigés par Christophe Morange, Éric Fouache et leurs collègues et disciples. Dans un deuxième temps, je reviendrai plus spécifiquement sur le cas d'Alexandrie. Rappelons rapidement que les rivages complexes de la mer Méditerranée sont de quelques 46 000 kilomètres, dont les 3/4 sont confinés à seulement 4 pays, l'Italie, la Croatie, la Grèce et la Turquie. Un peu plus de la moitié des côtes est rocheuse, la majeure partie en calcaire, le reste englobant presque tous les types d'environnement littoral, sauf les récifs coralliens et les zones humides de mangroves. On constate une variation considérable dans les lignes de côte méditerranéennes due à la géodynamique active des arcs de Léger, H ici, et de Calabre, C ici, face à la stabilité des marges ouest, sud et est de la Méditerranée et à l'activité volcanique de certains secteurs avec des paroxysmes irréguliers. Dans cette mer quasi fermée, les actions des vagues sont en général modestes et la marée est limitée, souvent inférieure à un demi-mètre, ce qui permet de lier de nombreuses observations faites sur le littoral moderne au niveau marin ancien. Le changement relatif de position de caractéristiques côtières, qui apparaissent aujourd'hui sous forme de reliques, peuvent donc être utilisés pour suivre les rythmes du changement relatif du niveau de la mer et de l'évolution du littoral. Je saute les milliers d'années de formation et de transformation de la Méditerranée pour arriver plus près de nous, à l'Holocène, soit 11 700 ans BP, communément before present, avant aujourd'hui. Lambeck, dans ses études, propose un modèle selon lequel le niveau marin enneigé ait été en dessous du niveau marin actuel de 110 à 130 mètres vers 18 000 BP, entre 44 et 60 mètres vers 10 000 BP, entre 2 et 8 mètres entre 6 000 BP et entre 1 et 17 mètres autour de 2 000 BP, soit au tournant de l'air. Dit autrement, il y aurait une montée du niveau marin d'environ 120 mètres entre 18 000 BP et 6 000 BP, puis une relative stabilisation liée à la moindre fonte des grandes plaques glaciaires. Les études sur le niveau marin utilisent une série d'indicateurs pour établir les courbes du niveau marin. Ce que les géomorphologues appellent couramment les proxies sont de 4 ordres. Sédimentologiques, avec par exemple l'analyse des fossiles contenus dans les sables ou l'analyse des dépôts côtiers clastiques, plus communément appelés beach rock, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Proxy géomorphologique, la forme géomorphologique d'une côte reflétant l'équilibre local entre bioérosion et bioconstruction. Proxy géoarchéologique, avec par exemple l'étude des structures antiques
portuaires, quais, môles, néoria ou maritimes, comme les viviers, et enfin biologiques et proxy-biologiques, dans la mesure où il a été établi que la distribution verticale de la faune et de la flore sur des côtes rocheuses reflète une superposition de milieux écologiques, ce qu'on appelle la zonation biologique. Et ces indicateurs biologiques vont être particulièrement utiles pour déterminer la rapidité des changements de niveau marin. L'établissement de ces proxys a été aussi considérablement aidé, ou en tout cas le développement de la géomorphologie semble avoir été considérablement aidé par le développement de la datation au radiocarbone qui va permettre d'obtenir des datations absolues. Ainsi, dans le contexte d'une côte stable, comme celui du port antique de Marseille, particulièrement bien étudié dans les années 1990 lors des grandes fouilles d'aménagement de la place Jules Verne ou du parking Charles de Gaulle, la combinaison de plusieurs indicateurs a permis de restituer l'évolution du niveau marin sur 5 millénaires. Ces indicateurs sont des indicateurs géoarchéologiques avec la datation archéologique ou par radiocarbone des structures portuaires, qu'il s'agisse de quais, de pilotis ou de bartages qui font entrer des matières organiques, des indicateurs biologiques avec la datation archéométrique des coquillages, et enfin l'étude particulière de la position des balanes sur les structures portuaires antiques. Les balanes sont en effet connues pour arrêter de se développer au niveau de la mer. Conservées dans ces ports envasés, elles vont donc permettre de déterminer des niveaux marins relatifs. Le diagramme montre une élévation régulière du niveau de la mer jusqu'en 500 après Jésus-Christ, suivie d'une période de stabilité. L'élévation a été de moins d'1,5 mètre depuis 4500 BP, avec un taux de montée de 0,4 mm par an entre 4500 BP et 500 après Jésus-Christ, et de 0,2 mm par an jusqu'au début du XIXe siècle, où l'on constate une montée de 1,5 mm par an, sans doute due, d'après Stewart et Morange, au réchauffement climatique. Quant au colmatage du port, il est essentiellement lié à des envasements successifs et à une non-maintenance, c'est-à-dire un non-dragage, à partir du 5e siècle de notre ère. Le rivage du port de Marseille ayant subi au cours des temps deux mouvements simultanés et contradictoires. D'un côté, la progradation de la terre sous la pression de la ville, de l'autre, une transgression marine en décélération depuis le début de son observation au néolithique jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, où le plan d'eau était très proche de son niveau actuel. Un bel exemple de montée de niveau marin lié à un contexte volcanique est livré par l'exemple de Puzzol et des colonnes du Macellum. Le prélèvement de différents types de lithophages sur ces colonnes du Macellum à une hauteur de 7 mètres de hauteur sur la colonne et leur datation C14 a permis de démontrer la présence de 3 cycles de submersion et d'émergence. Une première phase de transgression marine dans la période entre 400 et 530 après Jésus-Christ, sans activité volcanique. Une deuxième entre 700 et 900, là encore sans activité volcanique. Et enfin une troisième à la fin du Moyen Âge, avec des montées verticales du sol qui culminèrent dans l'éruption bien documentée de 1538 du Monte Nuovo. Encore plus impressionnante est la destinée de la crête occidentale et de l'île d'Anticythère dans un contexte géodynamique actif. L'histoire du niveau marin dans cette zone est particulièrement complexe et elle révèle qu'entre 3000 BP et 1700 BP, 10 mouvements de subsidence faibles mais abrupts ont affecté un bloc de lithosphère d'environ 150 km
de long. Cette phase étant suivie vers 1530 BP d'une abrupte élévation de 9 mètres du sud-ouest de la crête et d'un basculement vers le nord de la partie ouest de l'île. Un des meilleurs exemples en est le quai du port de Falasarna, qui s'est trouvé soulevé de 6 mètres au-dessus de sa position initiale et qui est donc aujourd'hui dans les terres, comme le montre cette photo des quais, avec des amarrages bien situés et fouillés dans les terres. Ces événements affectant la crête ont suscité une très ample production bibliographique, ce qu'on appelle aujourd'hui une archéologie du désastre, autour des tsunamis en Méditerranée, particulièrement ravivée par le dramatique tsunami asiatique de 2004. Le texte d'Ammien Marcellin, sur lequel nous reviendrons en fin d'exposé, est bien sûr au centre de ces discussions et polémiques. Ce qui m'a frappé à la lecture des différents rapports et articles concernant ce domaine des changements du niveau méditerranéen, du niveau de la Méditerranée, c'est la grande variété liée aux conditions locales de chaque site antique. Je rappelle que Lambec propose un modèle selon lequel le niveau marin enneigé aurait été entre 1 et 17 mètres sous le niveau actuel autour du tournant de l'air. Cette variation de 16 mètres est très faible pour un géomorphologue, mais elle est très importante à nos yeux d'archéologues. Ce qui frappe également, c'est que la géomorphologie semble être aujourd'hui une science en pleine construction et que donc les discussions sont extrêmement animées entre les spécialistes et qu'on assiste à une bibliographie qui se remet très rapidement en cause, avec des hypothèses émises, remises en cause parfois dans des délais très rapprochés. L'exemple le plus frappant et le plus net me semble être celui de Delos. En effet, après les débats du XXe siècle, à peine l'ouvrage d'Hervé Juchène et de Rémy d'Allongeville, Les paysages portuaires de la Délos antique, paru en 2001, fut-il paru, qu'une nouvelle étude du niveau marin, lancée au début des années 2000, a proposé des nouvelles conclusions que je vous présente rapidement ici. Les relevés de géomorphologie sous-marine, aussi bien à Délos que dans les îles voisines, à Rhénée et à Mykonos, avec une sorte de dézoomage, ont permis d'élaborer une chronologie à la fois relative et absolue à partir de 3 alignements de beach rock. Je vous montre le type de relevé qui a été fait au niveau de la maison de la colline, que certains d'entre vous, si certains d'entre vous ont plongé en contrebas de ces maisons, vous allez bien constater qu'il y avait des vestiges immergés qui montrent qu'on a en effet, la côte étant aujourd'hui ici, ces maisons qui se développaient, puis un escarpement qui est aujourd'hui immergé, tout comme le sol de ces maisons hellénistiques. Donc, je vous ai parlé de 3 alignements de beach rock. Le beach rock étant, je cite, une cimentation littorale carbonatée précoce qui nécessite, pour se former, une stabilisation verticale assez longue de la ligne de rivage, plusieurs siècles pour quelques dalles. Je vous illustre ici, vous avez ici quelques images de beach rock sur la côte sud de l'Anatolie, due à une étude menée par un doctorant d'Éric Fouache, pour vous matérialiser un petit peu ce que c'est que le beach rock. Je pense que si on regarde tout simplement sur les rivages de la Villa Kyrillos, Éric Fouache vous montrera très facilement ce que c'est que du beach rock. Oui. Mais vous le voyez quand même ici aussi. Ah oui. D'accord. Bon, hein, ça, par exemple, c'est du beach rock. On apprend des choses. On apprend des choses. Donc, ces 3 alignements
sont respectivement situés à moins 3,60 m vers 2000 avant Jésus-Christ, à moins 2,50 m du niveau actuel vers 400 avant Jésus-Christ et à moins 1 mètre vers 1000 après Jésus-Christ. Cette courbe de montée du niveau marin relatif montre des paliers de stabilisation nécessaires à la gestation du beach rock et des périodes intermédiaires de hausse accélérée. L'explication de cette montée du niveau marin tient d'un côté à ce qu'on appelle une eustasie, c'est-à-dire une variation lente du niveau de la mer, qui dans le cas de Délos est positive et très lente, et de l'autre à une tectonique de subsidence, c'est-à-dire à un enfoncement saccadé, qui est dominant dans ce secteur de l'Égée. La Délos antique a donc vécu sa période de grande prospérité au cours d'une assez longue phase de stabilisation de la ligne de rivage, puisque cette ligne de rivage repérée dès avant 400 avant Jésus-Christ semble perdurer au moins jusqu'au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, si ce n'est durant la période romaine. Nul doute que les nouvelles campagnes d'archéologie sous-marine lancées à l'automne 2016 par l'EFA en collaboration avec les forêts sous-marines et l'Institut océanographique grec permettront encore de préciser ces résultats. Nul doute aussi que la multiplication de ce type d'études topiques sur des structures portuaires avérées ou non, un exemple est aussi un récent article sur le port d'Ephaïstéia, à Lemnos, où quand on regarde cette anse protégée, on penserait qu'on y mettrait volontiers un port, il n'en était rien dans l'Antiquité, avéré ou non, comme l'exemple du supposé port de Malia, dont Pascal d'Arc vous parlerait mieux que moi. Ces études topiques sont tout à fait nécessaires et j'appelle l'intérêt des géomorphologues sur ce port d'Amathonte, dont la publication historique et architecturale est imminente par Jean-Yves Empereur et dont les datations précises fournies par l'étude archéologique permettront sans doute de préciser les dates de niveau marin, puisque ce port fut construit par Démétrios Poliorcète après la victoire de Salamine en 306, qu'il fut abandonné, c'était un port militaire, pour des raisons encore non expliquées, raisons d'envasement, ce port avait été mal conçu, tout bêtement, de subsidence des structures portuaires, ou encore de comblement volontaire par Ptolémée Ier lors de sa reprise de l'île en 294. Intérêt aussi de ce port qui montre, à l'époque romaine tardive, l'installation de puits de sakié près de ce qui est de la ligne de côte aujourd'hui, mais qui était donc hors d'eau dans l'Antiquité tardive, puits de sakié qui ont été comblés au 7e siècle après Jésus-Christ et qui aujourd'hui sont submergés. Terminons par Alexandrie. La bibliographie est là aussi extrêmement abondante, assez contradictoire, depuis les recherches doctorales de Jean-Philippe Goiran sous la direction de Christophe Morange à la fin des années 90, début des années 2000, et les études de nos collègues de l'université de Patras. Les recherches se sont concentrées d'un côté sur l'heptastade et la constitution du tombolo entre le continent et l'île de Pharos, et de l'autre sur la recherche de la datation des moments de rupture ou de désastre dans l'histoire de la ville. La question du changement du niveau marin relatif a été principalement expliquée par une tectonique de subsidence. L'étude des fonds a permis d'identifier au large d'Alexandrie un schéma géologique semblable à celui sur lequel s'est installé à Alexandrie, à savoir un continent rocheux et une île, qui est ici la ride -1,
qui était reliée par une zone perpendiculaire en relief. Sur cette restitution, la ligne de côte est actuellement figurée en rouge, la ligne de côte actuelle étant figurée en rouge, la ligne antique étant figurée en grisé. Alexandre, tirant parti de l'expérience de la chaussée qu'il avait fait construire lors du siège de Tyr, construit l'heptastade, qui était associé, comme vous le savez, à un aqueduc qui approvisionnait en eau l'île de Pharos et qui se transformait en pont à ses deux extrémités afin que les embarcations puissent circuler du Mégaslimène à l'Eunostos. Il construit donc cet heptastade, très vraisemblablement, sur un tombolo qui était déjà en cours de morphogénèse. Et il revient à Alberès et à son équipe de géophysiciens d'avoir, grâce à des prospections géophysiques de différents types, permis de mettre en évidence la ligne de relief et la ligne d'anomalie magnétique sur lequel a été construit l'heptastade, ici donc figuré en noir, par rapport à l'oblique restitué par Mahmoud el-Falaki. Heptastade qui, vous le voyez bien, s'inscrit dans le réseauvière de mise en place par Alexandre, ce réseauvière orthogonal. La série de carottages menés à Alexandrie a permis de proposer une histoire de la constitution de ce tombolo, et je passerai sur les époques anciennes qui remontent au 7e millénaire pour arriver directement au premier millénaire et à l'époque de la fondation d'Alexandrie. Dans le port oriental d'Alexandrie, la face préportuaire correspond à une baie marine qui se remblait de sédiments fins de couleur blanchâtre datés entre le XIe et le IXe siècle avant Jésus-Christ. Cet environnement calme, mais ouvert vers la mer, est caractérisé par une ostracofaune laguno-marine qui correspond à un contexte géomorphologique spécifique. En effet, un tombolo en cours de morphogénèse forme un obstacle à la houle de l'Ouest et les deux caps de Pharos et de Lochias vont protéger cette vaste baie des fortes houles de large. Enfin, la présence de récifs diminue l'amplitude des vagues de tempête. Avant l'implantation du port, la baie occidentale est davantage ouverte sur la mer et reçoit des sables grossiers. Dans la baie orientale, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, le faciès portuaire correspond à des vases grises, riches en gypse, et à une faune typique de milieux confinés. Cette unité portuaire montre un taux de sédimentation moyen relativement élevé, environ 1 cm par an. Les bassins du pourtour de la baie orientale d'Alexandrie ont une profondeur de l'ordre de 8 mètres sous le niveau marin antique, et ce dernier est positionné à 6,5 mètres sous le niveau marin actuel. Dans la baie occidentale, la composition sédimentaire de la période gréco-romaine traduit un milieu exposé et peut expliquer le choix des ingénieurs de l'époque d'implanter au sein de l'Eunostos un bassin protégé, le Kibotos, dont la localisation précise n'est pas encore fixée ni par les fouilles ni par les carottages géomorphologiques. La continuation selon deux types de représentation. Vous voyez qu'on ne change pas le principe de l'interprétation, on change juste la manière de représenter cette interprétation avec une 3D. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin de la période romaine et à la fin de l'époque byzantine, ce secteur subit un enfoncement brutal lié à une faille. À cela s'ajoute une compaction des sédiments holocènes et une subsidence. Et c'est la date de cet enfoncement
brutal qui est encore sujet à discussion. En tout cas, disons entre le 8e et le 10e siècle, la profondeur maximum de certains des bassins de la baie orientale n'est plus que de 2 à 3 mètres et que cette unité post-portuaire se compose de sédiments très grossiers emballant des branches de corail et des débris coquillés qui s'apparenteraient à un épisode de tempête. Je reviendrai sur le problème de tempête et de tsunami, c'est manifestement très compliqué à définir, particulièrement violent, qui se serait déroulé à cette époque. Vous le voyez, ces restitutions proposent des modèles et bien sûr tournent, pour nous archéologues ou pour nous classiques, autour du fameux texte d'Amiens Marcellin, du livre 26 de l'Histoire, qui nous dit que le globe entier fut remué par un tremblement de terre sans exemple dans les fables ou dans l'histoire. Ce texte d'Amiens Marcellin, les textes de ses contemporains ou successeurs ont été examinés en détail en 1984 par Bousquet et Jacques, puis en 2004 par Gavin Kelly. On peut tourner autour de ces textes, mais on arrive toujours à cette idée qu'il y a eu à l'époque, au début de l'époque byzantine, un grand moment de trouble dans l'ensemble de la Méditerranée. Et il reste que, par rapport à l'acquis géomorphologique de ce que je vous ai présenté, il y a toujours une discussion autour du fait de savoir si le cataclysme du 21 juillet 365 a oui ou non touché Alexandrie, puisque l'attestation matérielle de cette catastrophe naturelle n'est pas encore bien datée dans les carottages naturels, que la question se pose de savoir si la grande vague qui serait venue de la crête de l'Ouest pourrait avoir touché Alexandrie et avoir fait que Amiens Marcellin puisse écrire que à Alexandrie, de fortes embarcations furent poussées jusque sur le toit des maisons, de savoir si dans ce texte c'est bien d'Alexandrie d'Égypte dont on parle et non pas d'Alexandrie de Troade, comme cela a été proposé par Soloviev. Donc disons que c'est une question qui reste toujours en suspens et que le fait qu'on ait un hiatus sédimentaire pour cette période de la fin du IVe, début du Ve siècle, pourrait aussi être de nature anthropique, avec tout simplement un dragage ou un nettoyage des ports après cette grande catastrophe. Sur le terrain archéologique, nous le vivons, disons, au jour le jour au CE Alex depuis 20 ans, puisque le site qu'on appelle le site de Qaït-Bey, ou en tout cas le site du phare antique, se trouve entre 2,60 m et 9 mètres sous le niveau actuel de l'eau, de la mer. Il s'étend sur 1,3 hectare et que les bases de données qui ont été développées au cours des 20 dernières années comptent, fin 2016, 3032 fragments de blocs entiers ou fragmentaires d'architecture ou de statuaire. Ce qui semble établi, c'est que la zone qui est sur le platier, sur l'est du site, sur une sorte de platier, est constituée de blocs de remploi d'époque pharaonique, découpés pour servir de pierre à bâtir, de fragments d'architecture de grande dimension, mais aussi des pièces d'une colonne monumentale honorifique datée du début du IVe siècle de notre ère, et que cette zone de platier était très certainement hors d'eau au IVe siècle de notre ère. La zone proche du quai actuel est une zone qui regroupe un vaste ensemble de fragments de colonnes antiques de tout format, découpés ou brisés. Ces fragments de colonnes sont à peu près tous calibrés sur une longueur standard, mais les diamètres varient beaucoup, entre 40 cm et 2,40 m de diamètre, montrant que ces pièces ont été récupérées sur différents bâtiments de la ville, dont très vraisemblablement les portiques du Sérapéum,
et qu'il formait, jusqu'à l'entrée du XXe siècle, une digue installée au pied de la face nord du mur d'enceinte du Fort Qaitbay, peut-être installée dès l'époque médiévale, pour protéger le fort lui-même et pour protéger des attaques menées par les Lusignans contre la ville d'Alexandrie. La zone, centrée sur le Platier ouest, comprend un ensemble de blocs architecturaux en granit de style hellénique et pharaonique qui, par leur taille et leur poids, désignent des éléments effondrés du phare, ainsi que des pièces d'une statuaire monumentale architecturale représentant les Ptolémées. Il reste sous l'eau environ 10% du volume de pierre, majoritairement en granit rose, du mur à 2 parements fait d'une maçonnerie en grand appareil du premier niveau du phare, y compris les portes monumentales. Ces 10% sont sans doute trop peu pour comprendre le bâtiment dans son entièreté. Je terminerai cette communication en vous montrant les derniers travaux que nous menons depuis 2013, qui sont des travaux de levée photogrammétrique du site et qui permettent aussi de se faire une idée pour un public qui ne plonge pas du site du phare d'Alexandrie. Merci. Voilà, merci.